Bonjour. Dans cette vidéo profonde et pénétrante, nous parlerons de la nécessité capitale et écrasante de trouver de nouvelles sources d'énergie. En fait, depuis 200 ans, on utilise une ressource énergétique miracle, formidable, superbe, magnifique, les énergies fossiles. Le pétrole, le charbon, le gaz, c'est la base de l'industrialisation de nos pays. Le problème, c'est que ce sont des ressources limitées. Elles sont fossiles, ce qui signifie qu'elles ont mis des millions d'années à se constituer. Et donc qu'elles ne se renouvellent pas. Une fois qu'on aura épuisé les réserves, il n'y en aura plus. On est encore loin d'avoir épuisé les réserves d'énergie fossile, mais on en est au stade où la demande est à la limite de dépasser l'offre. C'est-à-dire qu'on consomme déjà tout ce qu'on produit, et même qu'on aimerait bien pouvoir en consommer plus, mais qu'on ne parvient pas techniquement à satisfaire cette demande. On appelle ça le pic de Hubbert. Et si on y arrive, au pic de Hubbert, quand la demande dépasse significativement l'offre, eh bien le prix du pétrole peut être démultiplié, ce qui serait une catastrophe pour nos économies. Alors on travaille beaucoup à trouver d'autres gisements. Depuis une vingtaine d'années, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle le pétrole non conventionnel. Au Canada, on a développé des techniques d'exploitation des sables bitumineux dont on parvient à extraire, au terme d'opérations complexes, du pétrole. Aux États-Unis, on recueille le gaz de schiste. Le gaz de schiste, il se trouve dans la roche sous forme de petites bulles de gaz, et pour ça, il faut fracturer la roche avec de l'eau sous pression mélangée à des produits chimiques. On appelle ça la fracturation hydraulique. Donc ce n'est pas simple, mais ce sont des ressources qui ont été une chance formidable pour les États-Unis et le Canada depuis une dizaine d'années. Le problème, c'est évidemment que ça coûte extrêmement cher et que ça pollue. Et puis, le bilan n'est pas très satisfaisant parce que pour produire 2 barils de pétrole dans ces conditions, il faut parfois réaliser des opérations tellement lourdes, tellement complexes, que ça consomme à peu près 1 baril de pétrole. Bon, 2 barils produits pour 1 baril consommé, certes c'est positif, mais ce n'est pas très rentable. Et puis le problème n'est pas seulement là. Si on continue à consommer des énergies fossiles, ça signifie qu'on va continuer à émettre des gaz à effet de serre et dans l'atmosphère, et donc qu'on va aggraver le changement climatique. Les émissions annuelles de CO2, elles ont déjà doublé depuis 1990, et elles continuent à augmenter malgré les engagements internationaux comme l'accord de Paris qu'on a signé en 2015, que le monde entier a signé en 2015. On a calculé que si d'ici 2050, on consommait toutes nos réserves connues de pétrole, donc les réserves qu'on connaît déjà, eh bien on provoquerait une élévation de la température de 6 degrés, ce qui serait catastrophique. Donc au lieu d'essayer de trouver de nouvelles ressources fossiles, je crois qu'on ferait peut-être mieux d'essayer d'en consommer un petit peu moins. On a toujours aimé dire en France qu'on n'avait pas de pétrole, mais qu'on avait des idées. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et dans les années 70 en France, on a eu une grande idée, le développement de l'énergie nucléaire. En produisant 17% de son énergie, 70% de son électricité, mais ça fait 17% de son énergie à partir du nucléaire, la France est maintenant le pays le plus nucléarisé du monde. L'avantage du nucléaire, c'est que la réaction de fission de l'uranium qui produit l'énergie nucléaire, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Mais de même que les énergies fossiles sont limitées, les réserves d'uranium qu'on utilise dans les centrales nucléaires sont elles aussi limitées. Le nucléaire, ce n'est pas une énergie renouvelable. Mais les inconvénients du nucléaire, ils sont ailleurs. Une fois la fission de l'uranium réalisée, il reste sur les bras de nombreux déchets radioactifs qui sont très dangereux et pendant des millions d'années. Et depuis 60 ans qu'on construit des centrales nucléaires, on n'a toujours pas trouvé la solution pour traiter ces déchets. Alors si, on dit qu'on les retraite, dans des usines comme celle de La Hague par exemple. Enfin, le retraitement, ça consiste essentiellement à extraire le plutonium des déchets et à mettre le plutonium à part. Qu'est-ce qu'on fait avec le plutonium ? Avec le plutonium, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est des bombes atomiques. Avec 5 kilos de plutonium, ça suffit pour faire une bombe atomique. Et on en a un peu plus de 80 tonnes. Voilà, donc en attendant les déchets nucléaires, on les enterre, en espérant que personne ne viendra creuser là où on les a mis, et puis pendant les 100 millions d'années à venir, bien sûr. Le deuxième inconvénient du nucléaire, c'est le risque d'accident. Parce que même si c'est bien contrôlé, et il y a énormément de sécurité sur une centrale nucléaire, il peut toujours y avoir un défaut. On n'a jamais réussi à faire une usine parfaite.
C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl, en Ukraine, en 1986. Aujourd'hui, la Terre est contaminée sur des milliers de kilomètres carrés et il y a encore des gens qui meurent de cancer à cause de cet accident de 1986. En 2011, à Fukushima, au Japon, c'est parce qu'un tsunami a frappé la centrale nucléaire que 3 de ces réacteurs sont entrés en fusion. Le risque zéro n'existe pas. Et quand on construit des usines aussi dangereuses que des centrales nucléaires, on s'expose forcément à des risques majeurs. Ce genre d'industrie, ça accroît fortement notre vulnérabilité. Alors, si ni les énergies fossiles ni le nucléaire ne sont des solutions durables, qu'est-ce qui reste? Les énergies renouvelables sont évidemment une partie de la solution. D'abord, il y a la biomasse. On peut se chauffer au bois s'il est issu de forêts gérées durablement, c'est-à-dire où on replante les arbres au même rythme auquel on les coupe. Mais la biomasse, c'est aussi la valorisation des déchets agricoles. Les déchets agricoles, on les laisse souvent se décomposer sur place, alors que ça pourrait produire de grandes quantités de biogaz. Mais dans la biomasse, il y a une catégorie particulière qu'on appelle les agrocarburants ou les biocarburants. Les biocarburants, c'est de l'huile de palme ou de l'huile de tournesol ou de l'éthanol produit à partir de betteraves, produit à partir de canne à sucre, bref, produit à partir de cultures agricoles. On peut mettre ça dans les voitures à la place de l'essence. Au Brésil, on l'utilise abondamment. Et en Europe, 5% de notre essence qu'on achète à la pompe est constituée de biocarburants. Donc, ça marche, on l'utilise déjà. Et ça paraît formidable parce que quand on brûle les agrocarburants, eh bien ça dégage du carbone, ça dégage du CO2 bien sûr, mais c'est le CO2 que la plante a extrait de l'atmosphère, a absorbé lorsqu'elle a poussé. Puisque les plantes en poussant, elles absorbent du CO2, elles fixent le carbone. Et quand on les brûle, elles émettent du CO2, mais c'est la même quantité. Donc le bilan carbone des agrocarburants, il est nul. Donc ça ne contribue pas au réchauffement climatique. C'est génial. Le problème, c'est que pour cultiver les agrocarburants, on développe une agriculture productiviste qui, elle, consomme énormément d'énergie. Et puis surtout, on accapare de très grandes surfaces de terres cultivables qui pourraient être utilisées pour produire de l'alimentation. C'est quand même plus important que le carburant, non? Donc, parmi les énergies renouvelables, toutes ne sont pas des solutions d'avenir. Il faut assurément développer le solaire, l'éolien, la biomasse. Mais il ne faut pas s'attendre à trouver l'énergie miracle qui nous permettra de ne pas remettre en question notre modèle de développement. La vraie solution, elle passe en fait par la réduction de notre consommation d'énergie. L'Union européenne s'est engagée, d'ici 2030, à réduire ses émissions de CO2 de 40%, à augmenter ses économies d'énergie de 30%, à augmenter ses énergies renouvelables de 27%. C'est à nous tous, en tant que citoyens, de veiller à ce que ces objectifs soient effectivement atteints.